aujourd'hui Alexis et Richard Miaoukou, qui se fait souvent rare sur les médias, mais aujourd'hui on a en tout cas l'exclusivité des propos de ce digne fils du pays. Comment allez-vous? Ça va très bien, cher Mingwa, Congo Liberty. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mais nous les premiers, parce que vous êtes un analyste chevronné de l'actualité congolaise, en tout cas des faits politiques congolais. On vous invite aujourd'hui parce que vous êtes l'un des initiateurs de la table ronde sur la transition politique que nous organisons tous. Et à ce sujet, on a plusieurs questions à vous poser, en tout cas pour essayer d'éclairer la lanterne des Congolais. Mais avant tout, je souhaite quand même qu'on vous présente de nouveau, bien que connu. Vous aviez été conférencier donc à la Conférence nationale souveraine. Vous avez été conseiller du Premier ministre André Milongo pendant la transition et vous avez été parlementaire pendant cette période au Conseil national de transition. Non, Conseil supérieur de la République. Conseil supérieur de la République, excusez-moi. Donc à ce sujet, on pense que vous êtes un interlocuteur privilégié pour analyser les faits politiques. Alors, pour commencer rapidement, vous êtes l'un des organisateurs de la table ronde du 26 octobre sous le thème « L'impératif d'une transition politique au Congo sans Sassou Nguesso ». Est-ce qu'à ce sujet, vous pouvez rapidement nous dire ce qu'il en est? Exactement, Mingwa. Je suis tout à fait heureux parce que la question qui va nous préoccuper effectivement ces jours-ci, c'est celle de comment on fait pour reconstruire le Congo, pour refonder le Congo. Et pour y arriver, on est obligé d'avoir une réflexion prospective, anticipée. On doit y en parler. Et en parler veut dire programmer ce qui est essentiel. Alors, pourquoi une transition? Pourquoi nous parlons de la transition? C'est parce que les autres perspectives de solution, à mon avis, sont tout à fait erronées et n'aboutiraient à rien. Le projet de transformation du Congo, si on veut obtenir le changement véritable, eh bien, les fils du Congo doivent nécessairement passer par une étape nécessaire qui est la mise à plat institutionnelle du pays. Alors, quand je dis ça, cette mise à plat institutionnelle, forcément, ne peut être là que après le départ de Sassou Nguesso, parce qu'il faudrait que Sassou Nguesso s'en aille et qu'on reconstruise. Et reconstruire, c'est aller vers une transition réparatrice. Quand on parle de transition réparatrice, quand vous voyez l'énormité des problèmes qui se posent aujourd'hui à notre pays, nous pensons qu'il y a d'abord une justice transitionnelle qui sera le canevas central. À partir de ce canevas, on pourra mieux orienter les changements nécessaires. Et voilà pourquoi nous organisons la table ronde du 26 octobre, qui est un point de départ de cette réflexion prospective qui doit associer tout le monde, parce qu'on n'attendra pas que le hasard fasse les choses. Nous sommes bien obligés d'anticiper sur l'avenir immédiat ou à court terme du Congo. Parce que simplement, on ne doit pas tomber dans la surprise, on doit être capable de proposer des solutions, des réponses concrètes aux problèmes politiques, institutionnels, économiques, sociaux des Congolais. Nous n'attendrons pas que Sassou Nguesso meure de sa belle mort. Nous essayerons de le proposer aux Congolais pour que les Congolais s'en saisissent comme un leitmotiv, comme quelque chose qui doit justifier le départ de Sassou Nguesso. Voilà donc pour l'essentiel l'économie de cette journée du 26, qui est un point de départ. Suivront d'autres séances de travail, en groupe de travail avec les Congolais intéressés, des séances thématiques qui aborderont toutes les questions qui me paraissent nécessaires pour aboutir à une solution enviable et crédible. Richard Alexis Miaoukou sur Congo Liberty, vous avez parlé d'une non-incompatibilité entre une réflexion profonde, donc une table ronde sur la transition politique au Congo. On peut vous reprocher le fait que vous mettez la charrue avant les bœufs. Est-ce que quelque part, il n'est pas mieux aujourd'hui d'abord de faire partir ce système et ensuite réfléchir Exactement, mais les deux sont liés effectivement. Nous parlerons de la transition pour dire aux Congolais qu'il nous faut traverser pour aller à l'autre rive. La rive de la reconstruction, de la refondation, c'est de l'autre côté. Et ce qu'on trouve dans l'autre rive, c'est la fin de la justice, c'est la fin de l'arbitraire, c'est la possibilité de redonner une chance à l'avenir, un avenir à notre pays. Et parce que nous devons y aller, nous serons obligés de nous mobiliser maintenant pour obtenir
le départ de Sassou Nguesso. Donc c'est lié. Et on est d'accord que pas de transition tant que Sassou Nguesso est au pouvoir. Ce qui veut dire que nous devons nous battre, en premier chef, nous devons nous battre pour obtenir le départ de Sassou Nguesso. Et comme on sait que le départ de Sassou Nguesso n'est pas programmable à un jour près, le départ de Sassou Nguesso peut advenir à n'importe quel moment, n'importe quand. Il y a plusieurs formes de situations. Il peut faire l'objet aussi, pourquoi pas d'un coup d'État militaire, parce que je le souhaite. Je le souhaiterais si les militaires décident de sortir le peuple de cette misère. Il peut aussi être simplement désavoué par le peuple congolais qui prendrait ses responsabilités. On l'a vu un peu partout. Le Soudan nous montre l'exemple, ou encore l'Algérie, ou encore le printemps arabe avant. Il peut aussi mourir de sa belle mort parce qu'il n'est pas forcément immortel. Il peut mourir, mais à condition que nous sachions que le problème pour nous, le départ de Sassou ne veut pas dire l'homme Sassou seulement. Le départ de Sassou, c'est le départ d'un système. Le changement véritable pour notre pays ne pourra venir que d'un changement de système. Le système, on doit passer du système dictatorial, du système de corruption, du système de tous les maux que nous connaissons aujourd'hui pour basculer vers un système démocratique, véritablement démocratique, garant des droits, garant également du progrès partagé, du progrès pour tous. Et le passage entre les deux systèmes, ça s'appelle transition. Mais nous devons obtenir certainement, avec ceux qui luttent aujourd'hui, l'ensemble des peuples congolais qui se bougent aujourd'hui, nous devons obtenir la fin du règne de Sassou Nguesso et de son système. En même temps, nous nous préparons à assumer ce qu'il faut faire nécessairement, à ramener les Congolais, à créer, à creuser. Il faut qu'il y ait un plus petit dénominateur commun entre les Congolais pour être à la hauteur. Parce que l'expérience nous a montré pourquoi 92, 93 a été la fin de l'espoir un peu, pourquoi 97 est arrivé. On voit très bien que si on n'a pas une maîtrise plus profonde des questions qui minent le Congo depuis les années 60, on ne s'en sortira pas beaucoup. Alexis Richard Miaoukou sur Congo Liberty, est-ce que la table ronde sur une transition politique au Congo-Brazzaville sans Denis Sassou Nguesso en appelle à tous les Congolais, c'est-à-dire que est-ce que vous pourrez accepter des compatriotes qui viennent de divers horizons et même ceux du PCT? Voilà, le principe à développer et à défendre désormais, c'est qu'on ne fait pas une salade avec tous les légumes mélangés. Alors, ce qu'il faut vraiment obtenir, c'est réunir ceux qui croient que le Congo, pour s'en sortir, a besoin d'une mise à plat institutionnelle, que la continuité du régime PCT, du régime Sassou, ne peut pas garantir le changement véritable. Ceux-là, nous considérons qu'ils sont les bienvenus à la table ronde. Et ceux qui professent autre chose, ceux qui professent une élection présidentielle dans les conditions d'aujourd'hui, ceux qui professent un dialogue, d'ailleurs on voit très bien que certains commencent à déchanter du dialogue depuis à Brazzaville, quand ils voient la machine de Méry Martin prendre son envol, ceux-là qui croient en cela, on n'a pas besoin d'eux franchement pour venir réfléchir. Cependant, je reste persuadé que la quasi-totalité des Congolais sont préoccupés par l'avenir du Congo. Ils sont préoccupés de deux manières. D'abord, par la fin du règne d'un système qui est là, Sassou Nguesso, et de l'autre côté, par la force de proposition qu'ils peuvent constituer pour régler les problèmes. Il y a l'éducation, la santé, l'économie, il y a plein de problèmes que le pays n'arrive pas à gérer, et je pense qu'il y a beaucoup de Congolais capables d'apporter leur expertise, et pourquoi pas leur simplement expérience, pour que le Congo puisse demain mieux gérer ces questions. Et fondamentalement, lorsque je parle de transition, je pense qu'il nous faut construire un consensus national, un consensus autour d'un projet national. Et le consensus, ce consensus-là est nécessaire, d'abord maintenant. Pourquoi? Parce que nous voyons très bien les limites un peu de ce qui est aujourd'hui, on va dire, les pseudo-divisions sur lesquelles surfe le pouvoir de Brazzaville. Il nous faut un consensus, être capable de comprendre ensemble, de discuter ensemble, de chercher des voies et moyens pour comprendre, par exemple, qu'il ne s'agit pas
L'après Sassou ne doit pas être l'incrimination généralisée de tout ce qui existe à Brazzaville. L'après Sassou doit être aussi le moment d'une justice réparatrice, d'une justice pour ceux qui sont coupables. On doit être capable de dire que la misère sociale, aussi bien dans l'éducation, dans la santé, un peu partout dans le pays, c'est une misère sociale partagée par les Congolais. Et la transition, réfléchir ensemble sur une transition, c'est être capable d'avoir une offre de solutions. Qu'ils vous souviennent, par exemple en France, lorsqu'ils sont pendant la guerre, ils sont dans la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est en ce moment-là que se mettent en place les équipes qui travaillent sur la refondation de la République française. C'est en ce moment-là qu'on a par exemple le projet de sécurité sociale, il est construit pendant la guerre pour gérer les conséquences de la guerre. Et pour les Congolais, il est important que la majorité de ceux qui croient à un avenir possible et qui croient à un consensus possible pour refonder le projet national, il est bon qu'ils viennent. On a eu dans le passé la conférence nationale qui a été ce moment où on a discuté pour reconstruire, essayer de reconstruire un projet national. Mais je pense que la plupart des Congolais sont intéressés, tous ne sont pas politiques, tous ne rêvent pas du pouvoir, mais ils ont besoin d'avoir un pays qui offre des opportunités, qui offre la liberté, qui offre l'égalité, la justice, pourquoi pas la démocratie. Et tous les Congolais sont aujourd'hui convaincus que seule cette perspective permettra de sortir de cette misère. Alexis Richard Miaoukou sur Congo Liberty, vous avez parlé du dialogue national initié par M. Sassou Nguesso et M. Martin Berry. Pourquoi, diable, vous n'y contribuez pas d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ce n'est pas là une main tendue pour essayer de trouver des solutions pour votre pays, le Congo? D'abord, vous voyez très bien que la malice qui nous gouverne, c'est la malice qui nous gouverne, et ça, c'est regrettable. Dialogue, dialogue, dialogue. Il y a un excellent papier de Clément Merassa qui montre très bien les limites de ce dialogue-là. Prenons l'exemple simple. On ne va pas perdre notre temps sur cette question de cette phase de dialogue de Sassou, à la sauce Sassou. Vous voyez, c'est un dialogue, d'ailleurs, vous voyez comment c'est orchestré. Mais le pire dans ce dialogue, non seulement que la représentativité n'est pas normale, mais le pire, c'est qu'ils vont se réunir, ils vont discuter, et ils prendront les résolutions à la fin. Ils iront remettre à M. Sassou qui aura le choix de décider de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, j'avoue que là, on fait pire que ce qui s'est passé même chez Pinochet. On fait pire. Non, c'est vraiment une sorte de la palissade. Hein. C'est pas sérieux, c'est vraiment pas sérieux. Pour ceux qui pensent que le Congo a besoin de se renouveler, eh bien, les problèmes sont énormes. Les défis à relever sont énormes. Si vous permettez. Vous avez la faillite institutionnelle. Le Congo a complètement perdu les attributs d'une république. À partir du moment où l'état de droit est bafoué, à partir du moment où on est rentré dans une forme d'organisation à la mono, hein, comme on disait, c'est le parti qui dirige l'État, on a perdu les attributs d'une république telle qu'on l'a voulu à la conférence nationale, ou encore plus bien avant, comme on l'avait voulu les pères de la République. On est en faillite économique et financière. Cette faillite économique et financière a des causes. Et aujourd'hui, un pays surendetté comme le nôtre, avec de l'autre côté un pays où la corruption et le détournement des deniers publics fait que certains de ces enfants sont plus riches que le Congo, et la hauteur de la dette du Congo correspond plus ou moins à la hauteur des avoirs à l'étranger de ce groupe. Tiens, je vais vous dire, par exemple, quand vous faites la synthèse des Panama Papers, 5 bonhommes, parmi lesquels Christelle Nguesso, Lucien Bata, quand on parle de Itoua, Bruno Itoua, Bouya, et puis Ngokana, disons, prenons, rien que les 5. Quand vous additionnez ce que les Panama Papers ont trouvé en leur nom dans les comptes partout dans le monde, ça équivaut, c'est à peu près 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, soit plus de 1800, près de 2000 milliards de francs CFA qu'ils ont dans des comptes à eux. Et ça, c'est des problèmes majeurs pour une nation. Lorsqu'une nation
Les crimes économiques, la dette, comment on fait avec cette dette-là? Doit-on la reconnaître comme la dette des générations qui viendront? Non, il faut s'asseoir, trouver des résolutions, trouver des solutions à ces problèmes par anticipation. De l'autre côté, la faillite sociale, la pauvreté. Je vous épargne les images ou tout ce qu'on voit, la pauvreté. L'école, la santé. Peut-on accepter de voir des enfants congolais dans des salles de classe de 300 personnes, 300 enfants? Non, il y a des problèmes majeurs qui se posent, qui doivent être réfléchis, qui doivent être traités. Et les crimes humains. Peut-on reconstruire une nation avec un tel passif, avec des hommes qui ont tué, qui ont volé, et qui ne doivent rendre compte à personne? Non. Mais par contre, il y a aussi des signes d'espoir. Nous savons que les militaires, les cadres, les administrateurs qui travaillent au Congo sous une dictature, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont travaillé sous la contrainte. Parce que en dictature, un cadre n'a pas d'opinion, n'a pas d'autonomie de pensée. Il exécute ce qu'on lui fait. Même l'enrichissement illicite, il y en a beaucoup qui sont tombés là-dedans parce que c'est le système qui implique cela. Alors, on doit être capable aussi de discuter, de dire que nous sommes un bon nombre de Congolais qui croyons qu'il y a des solutions. Ceux qui se sont enrichis illicitement, dans le cadre d'une transition réparatrice, ça se négocie. On est capable d'entendre que quelqu'un qui a 10 maisons à Brazzaville puisse dire ben, je restitue 3 ou 4, 5, 6 à l'État, parce que c'est un patrimoine indu. Et ainsi de suite. On peut parler de la fiscalité, on peut parler de toutes les questions. Et je pense que cette table ronde devrait nous permettre d'inscrire ces questions-là, d'en discuter et d'avoir des approches de solutions. Le Congo n'est pas un pays qui sort du néant. Hein. Le monde entier, il y a des expériences, des exemples qui existent. Pendant la transition, la conférence nationale avait sorti un acte. L'acte 227 sur les biens mal acquis, qui consistait qui donnait mandat au gouvernement de transition et au gouvernement qui suivrait de récupérer les avoirs à l'extérieur et les biens mal acquis des autorités de l'époque. Il y a un acte de la conférence nationale. Mais l'opération s'est avérée difficile parce que ça requiert d'abord des investigations lourdes et ça requiert une procédure judiciaire. Des procédures judiciaires qui s'étalent. L'opération n'a pas pu être menée comme il faut après. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit réfléchir suffisamment bien pour dire comment on fait ensemble, comment on trace aujourd'hui les voies pour que les avoirs énormes à l'étranger puissent revenir aux Congolais. Voilà, entre autres Alexis Richard Miaoukou sur Congo Liberty, comme vous le voyez, c'est pratiquement un appel à tous les Congolais qui peuvent apporter leur expertise dans ce projet de transition politique sans Sassou Nguesso. C'est là le moment de contacter Alexis Richard Miaoukou ou Congo Liberty pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Mais monsieur Alexis Richard Miaoukou, vous avez été, comme je l'ai rappelé dans mon propos, conseiller du Premier ministre de la transition André Milongo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si la transition politique que vous prenez est différente de celle de 92? Tout à fait. Monsieur Mingwa, vous voyez, en 91, on sortait de la conférence nationale qui avait fait un diagnostic, un état des lieux. La conférence nationale, je crois, qu'avait pour priorité stratégique de réinstaurer la démocratie d'abord, donc le multipartisme et la démocratie. En disant cela, la conférence nationale projetait donc que la correction de tous les déséquilibres qu'il y avait, macroéconomiques, économiques, comportementaux, tout ce qu'il y avait devait venir avec la démocratie. Et on a commencé par la démocratie. La transition Milongo s'est appuyée beaucoup sur cet idéal de la démocratie et aussi, il faut le dire, sur la question de l'assainissement des finances publiques, la restructuration un peu de l'espace public congolais et ramener l'état de droit. Ça a été une grande préoccupation de la transition Milongo et Dieu seul sait que on a pu faire 4 élections pendant cette transition, ça a été bien conduit. En novembre, il y a eu un institut américain financé par l'USAID qui est venu faire un état des lieux en novembre 91
un état des lieux, des étapes préparatoires de la démocratie, et c'était rentré très satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à aujourd'hui? Aussi bien là-bas, donc il y avait la priorité sur la démocratie, ensuite venaient les politiques de correction pour l'évolution économique. Aujourd'hui, tous les problèmes s'alignent à l'horizontale. On a à la fois le problème de revoir la refondation institutionnelle du pays. Il y a des questions qui sont posées. Comment on fait pour avoir un système politique institutionnel, un ordre institutionnel qui soit conforme au règlement des problèmes congolais? Comment on fait pour prendre en compte les déséquilibres régionaux, géographiques, démographiques? Comment on fait? Il faut qu'on rediscute. Est-ce que la Constitution du 15 mars 92 était l'idéal? Est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce qu'on peut rediscuter sur la forme de l'État, la forme même de l'État? C'est des questions importantes. Est-ce qu'on a besoin d'un président de la République hyper puissant? C'est des grandes questions qui restent posées. On doit les discuter aujourd'hui pour commencer à construire des consensus. Sur les questions de gestion publique, des finances publiques, la transition de Milongo avait amorcé la démarche. Oh, je peux vous faire rire, il y a mon grand frère, le doyen Maleka, qui en a bavé. Je vous donne par exemple un exemple. Dans les régies financières congolaises, ils avaient une pratique des commissions budgétaires qui se regroupent, qui se retrouvent régulièrement. Ils font des commissions avec les perdièmes. Alors, tout ce travail-là, à l'époque, on avait bien considéré que c'était simple. Il y avait des logiciels qui permettaient désormais de faire des budgets publics, de construire des budgets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grève au niveau du ministère des Finances. Pourquoi? Parce qu'on introduisait la gestion informatisée. Simplement parce qu'on coupait, par ce moyen, on coupait les vannes des détournements. Et il y a eu une petite grève pendant la transition autour de cette question, simplement parce que ça voulait apurer. Donc il y a l'assainissement des finances publiques, l'amélioration de l'assiette des recettes. Alors on a bien vu comment la douane, les impôts, comment la transition s'est fondée sur simplement un redressement. Et je peux vous dire, en y réfléchissant par rapport à aujourd'hui, lorsque aujourd'hui, vous fermez le robinet des prévarications, vous fermez le robinet des détournements, vous fermez le robinet de la vente anarchique du pétrole, vous fermez tous ces robinets, vous obtenez tout de suite un gain de près de 30% de recettes supplémentaires au niveau des recettes hors pétrole. Et ça, c'est important. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, pour y arriver. Mais par contre, le fondamental restera. Les valeurs républicaines, pour les défendre, il faut reconstruire un État juste, un État de droit. Si vous ne reconstruisez pas un État de droit, où il y a la liberté, la justice, vous n'obtenez rien. Et ça, on l'a vécu pendant la transition. Alexis Richard Miaoukou sur Congo Liberty, c'est vraiment un débat assez passionnant. Je discute avec vous pratiquement toutes les semaines, mais il y a des choses que j'apprends là à l'instant pendant cette interview. C'est dire que parfois il est bien de communiquer directement sur les ondes. Peut-être que là, vous en disiez un peu plus. Vous aviez parlé de la grève de la régie financière pendant la transition, mais vous avez aussi été confronté à un coup d'État. Pendant cette transition-là, il faut dire les choses comme elles sont. Ce coup d'État a été conduit par le général Mokoko. On pourra en revenir après, mais juste pour dire, est-ce que aujourd'hui, plus que jamais, l'armée de M. Denis Sassou Nguesso, certains comme moi n'arrivent pas à parler d'armée congolaise, n'est pas un problème fondamental qui demain vous poursuivra? Est-ce que dans cette transition, vous allez parler des problèmes de l'armée? Tout à fait, et je suis tout à fait convaincu que c'est maintenant qu'il faut commencer à parler avec les militaires. Pendant la transition, je vais vous dire un truc qui n'est pas connu. Le 15 janvier, quand il y a eu le mouvement du 15 janvier, ce que vous appelez coup d'État. Ah, c'était un coup d'État, vous parlez de mouvement? Le 15 janvier, ce mouvement, j'étais conseiller de la République, l'armée a envahi le palais de Parlement. On était tous dans la salle du Parlement. Alors, ils nous ont vidé une rangée. Je vous jure que c'est une image qui me reste. On était assis sur les strapontins à deux. Ils ont vidé tout
toute une rangée, et les militaires sont rentrés nombreux. Nous y sommes restés. De 11h du matin à 19h, 20h, personne n'avait le droit de sortir de la salle, ni d'aller aux toilettes, ni de faire quoi que ce soit. Et les militaires avaient à l'intérieur de la salle des bérets rouges avec des armes au poing. Ils nous ont pointés tous. Et ils étaient alors, j'ai souvenir des amis, les Nzumangele, ils étaient indexés là. On disait, Nzumangele, lève-toi. Tu te levais comme un con. Tous les collés là, les Yombi, tout. On était dans la salle comme des cons pendant de 11h à 21h, pratiquement pris en otage. Et les premiers qui faisaient le prix, c'était nous. Pour dire que l'armée, depuis les années 60, l'armée est devenue le facteur trouble, le premier facteur trouble dans notre pays. Alors, aujourd'hui, mais par contre, il faut le savoir qu'en même temps, l'armée n'existe plus en tant qu'armée nationale. Ce dont on parle aujourd'hui souvent, c'est plutôt des milices, des forces paramilitaires de Sassou Nguesso, et que la vraie armée a été abandonnée. Et j'ose encore croire que parmi les officiers d'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des officiers capables de prendre leurs responsabilités. Et si on parle aujourd'hui de transition, si on parle de la nécessité de consensus, c'est parce qu'on croit que tous les militaires n'ont pas été tués dans le pool, que tous les militaires n'ont pas été des bourreaux. Nous avons plein de militaires, 80% des officiers n'ont jamais été concernés par ces choses-là. Ils existent, ils sont là, au haut poste de l'armée, mais je crois qu'ils font partie du peuple. Et je crois également que les Congolais se retrouvent aujourd'hui pour discuter. Pourquoi pas comme au Soudan, on a vu les militaires au Soudan régler le problème en concertation avec la société civile et la société politique. Nous disons qu'il est bon que nous ayons une approche du problème en disant l'armée peut participer à la refondation de la République, comme ça a été pendant la conférence nationale. Les mêmes qui nous ont protégés pendant la conférence nationale, 1 mois avant, 2 mois, 3 mois avant, ils étaient du côté du PCT qui écrasait tout le monde. Non, je pense que l'armée aujourd'hui, en réfléchissant, de toutes les façons ces militaires se rendent bien compte qu'un jour ils vont à la retraite et ils tombent dans la misère de la population. Ils se rendent bien compte qu'ils ont des parents, des enfants qui n'ont pas d'avenir. Mais que nous sommes également dans une situation délicate, sachant que Sassou Nguesso, ne le cachons pas, a tribalisé la hiérarchie militaire. Sassou Nguesso a tribalisé la hiérarchie militaire. Et je suis tout à fait convaincu également que chaque région de notre pays a des militaires fautifs, comme a des bons militaires qui peuvent se réveiller. En passant du Kwilu, au Niari, au Poul, au Plateau, on a des officiers qui peuvent se réveiller et rejoindre le désir populaire. Alexis Richard Mieucou, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez résumer votre propos en quelques mots? Oui, merci. Je vais résumer. Pour me résumer, je vais penser que vous avez reçu à Congo Liberty quelques aînés que je m'ai bien cités. La dernière fois, Benjamin Touramani, quand j'ai écouté, eh bien, il a beaucoup insisté sur un facteur, la nécessité de construire un projet national, véritablement national et consensuel, parce que l'un des enjeux majeurs de la nation congolaise, c'est la question ethnique, l'ethnocentrisme. Et que parler de transition, c'est se donner les moyens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils sont nombreux qui partagent cet idéal. Je discute de temps en temps avec le doyen Ota, je discute avec Isidore Ayatonga. Je vois émerger que c'est des soucis partagés. Donc parler de la transition, c'est d'abord permettre aux Congolais de différents horizons qu'ils aient en commun quelque chose, c'est l'avenir du pays, qu'ils puissent partager, construire consensuellement un avenir ensemble. Et l'avenir ensemble est déterminant parce qu'aucune mesure, aucune évolution ne sera favorable si les Congolais ne sont pas capables de se redonner la main, de se tenir la main dans la main face au monstre qui est Sassou Nguesso. Le deuxième aîné que j'ai souvent retenu, c'est mon grand frère Abignan. Lorsqu'il vient, il a un credo et avec raison, il insiste sur la réhabilitation des valeurs républicaines. Et ces valeurs républicaines concernent la justice, les libertés, le respect du bien public, la morale publique. Et toutes ces choses-là doivent faire partie du cahier de charges que les Congolais doivent discuter aujourd'hui, s'approprier individuellement et collectivement.
la table ronde, c'est le sens de cette table ronde que nous commençons. Il faut réunir autour de cette table ronde. Nous sommes nombreux à penser à la transition. Nous sommes nombreux à avoir compris que le système Sassou, PCT, il faut le tuer ce système, mettre en place quelque chose de plus net, de plus propre. Nous sommes nombreux. La table ronde du 26 nous permet d'aborder toutes ces questions, d'aborder la question ethnique, pourquoi pas. Faire de ça un travail, un groupe de travail. Comment on fait pour répondre, pour atténuer ou affaiblir ce sentiment ethnique qui a dominé la politique congolaise. On a les questions économiques. Il faudrait qu'on se voit, parce que je peux vous dire, il y a des pistes de travail. On a la question des ressources humaines. Le Congo va se trouver en déficit de ressources humaines. Il est question de réfléchir à des solutions. Je sais aussi que le Congo a un fort potentiel à l'étranger aujourd'hui. Nous avons souvent travaillé des programmes, un programme experts nationaux, qui permettrait aux Congolais qui sont à l'extérieur d'être en contrat avec l'État congolais sans perdre leurs avantages dans leur pays où ils sont actuellement pour être capables de se mettre au service du Congo sur 2-3 ans. Et ça, je sais que l'expertise congolaise de l'étranger sera nécessaire. Il faut trouver un cadre. Il y a des pays qui l'ont fait. Le Sénégal, semble-t-il, a une compétence là-dessus. Le Brésil l'a fait. La Chine l'a fait. Le Rwanda l'a fait. Il nous faut trouver des... Mais nous devons en discuter. Nous devons travailler ensemble tous ces volets-là. Comment on fait face à la corruption, au bien mal acquis? Comment on fait pour récupérer l'argent caché? Comment on fait pour arrêter la spoliation de nos forêts? Comment on fait pour gérer la question qui est aujourd'hui au cœur du sujet du FMI, la diversification de l'économie? Nous savons que la diversification ne sera pas possible tant qu'il n'y a pas la liberté d'entreprendre, tant qu'il n'y a pas une justice, tant qu'il n'y a pas non plus une répartition égalitaire des richesses. Voilà donc, grosso modo, ce que nous attendons à partir du 26, c'est de faire en sorte que 4 groupes de réflexion puissent naître. Sur les questions institutionnelles, quelles réformes, pourquoi et comment? Sur les questions économiques, quelles pistes, comment? Sur les questions des crimes humains et crimes économiques, comment on arrive à la vérité, justice et réconciliation? Sur la question globale de la refondation des valeurs de la nation, comment on fait? Et si tout ce monde-là commence à travailler, comment on fait avec la question militaire? Ils devraient s'associer à cette histoire, parce qu'il y a des militaires du Nord, des militaires du Sud. Tous les fils du Congo doivent réfléchir chacun selon ses responsabilités, où qu'il est, au marché, dans les sociétés, comment arriver à consolider pour dégager sa soumission. Donc voilà, tout ce que nous disons, à partir du 26 octobre, nous travaillerons sur les thèmes précis avec des réponses. Ça ne sera pas de la parlotte, ça sera des propositions concrètes, étudiées, bien étudiées, qui seront condensées à la fin du cycle de réunions que nous aurons dans un livre blanc, qui sera un livre qui va définir le consensus minimum des Congolais. Et à partir de là, nous saurons que nous sommes prêts à remplacer ce monsieur-là et nous pourrons, pourquoi pas, nous devenir les ambassadeurs de la cause du peuple. Voilà. C'était M. Alexis Richard Mirekou que nous allons forcément retrouver rapidement sur Congo Liberty parce que Congo Liberty est un partenaire de ce projet sur une transition politique, démocratique, sans Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Vous reviendrez forcément sur Congo Liberty avec beaucoup d'intérêt. On vous souhaite un très bon week-end et puis on se dit au 26 octobre. Au 26 octobre, et j'appelle tous les Congolais qui désirent y participer de ne pas hésiter, de venir et de s'inscrire sur le site Congo Liberty. Et je vous remercie.